Tous parano. Quand on voit ce qu'on voit, Quand on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense. Ouais, moi je suis parano. Tous parano. Nous écoute. Bienvenue dans Tous Parano. Aujourd'hui, on vous parle des chemtrails, les plus inquiétants nuages de notre temps. Imaginez, les traînées nuageuses que laissent sur leur passage les avions dans le ciel seraient en fait la trace d'obscures manipulations scientifiques ou militaires. Tout le monde a pu observer le ciel bleu, strié de vaporeuses traînées, et contrairement à l'idée reçue, une large part de la complosphère considère que ces traces d'avions persistantes dans l'atmosphère ne sont pas de la condensation d'eau, non, mais des nuages de produits chimiques appelés chemtrails. Alors pourquoi ces chemtrails, Ces épandages massifs qui cachent de secrets agissements sur notre environnement? auraient pour but de manipuler la météo, par exemple ? Donc voilà la première théorie, les apprentis sorciers du climat, c'est déjà très attrayant, mais il existe une seconde théorie. Seconde théorie, les chemtrails, ce sont des gazages purs et simples de population à une large échelle depuis les airs. Des armes chimiques développées et testées dans la plus grande discrétion. Au banc des accusés de ces deux théories, qui se complètent plus qu'elles ne s'affrontent, on retrouve les suspects habituels, le gouvernement américain, les forces militaires des grandes puissances mondiales, Et aussi les multinationales, agro-industrielles, chimiques. des organisations qui agissent de concert dans l'ombre et qui parviennent à duper l'opinion publique. Vous l'avez compris, on va vous parler des chemtrails. Ce sujet, c'est une occasion pour tous parano d'évoquer la peur du changement climatique, la phobie technologique et la paranoïa sanitaire qui se répandent partout autour du globe. J'ai pris l'avion pour m'envoler, j'ai pris l'avion pour faire un bond, j'ai pris l'avion pour m'envoler, j'ai pris l'avion pour faire un bond. Mais mon avion, c'est un poltron, il a tellement peur. Tous parano. Moi je suis parano. Alors, on va essayer de commencer à reconnaître un petit peu les chemtrails en levant les yeux au ciel. Selon les partisans de la théorie des chemtrails, les traînées observées ne peuvent uniquement provenir d'un trafic aérien normal, entre guillemets, qui utilise les couloirs fixes. Pour commencer, Geoffroy, comment peut-on reconnaître les chemtrails ? Alors si on se promène un petit peu effectivement dans la rue, à la campagne, enfin dans différents types de paysages et qu'on lève les yeux au ciel, qu'est-ce qu'on observe? Parce qu'à vrai dire, Gaël et moi, c'est quelque chose que nous faisons assez régulièrement. Ouais, j'en ai quasiment un torticolis. Si on identifie ces traînées nuageuses comme des chemtrails, on pourra remarquer qu'elles disparaissent, semble-t-il, beaucoup plus lentement que les traînées de condensation d'avions classiques. Oui, il reste plusieurs heures en forme de traînées qui s'étendent progressivement pendant le moment. Et puis à la fin, ça donne l'impression d'un voile artificiel. Si tu me permets l'expression, il est possible d'observer des volutes aux formes inhabituelles et très diverses. Et ce qu'on retrouve aussi, c'est un ciel brumeux, blanchâtre, d'une certaine manière éblouissant. Certains avions, dispersant les chemtrails, ne suivent pas toujours les couloirs aériens civils. C'est ce qui est remarqué aussi par les observateurs. Ils volent assez bas, avec une altitude inférieure à 4000 mètres. Alors si ça vous dit rien parce que vous n'avez pas votre brevet de pilote, comme tout un chacun, 4000 mètres c'est bas. Les couloirs aériens sont au-dessus de 8000 mètres, là où normalement se créent les condensations habituelles d'avions avec des vapeurs d'eau qui se transforment en cristaux de glace et qui laissent des traînées. Et puis, ce qu'on retrouve sur les témoignages de personnes pensant avoir identifié des chemtrails, c'est qu'ils sont toujours étonnés par le côté extrêmement silencieux de l'avion, qui en plus de voler plus bas, comme tu le disais, souvent vole plus lentement et adopterait de temps en temps des trajectoires, des directions atypiques. Après l'éthologie animale, il y en a qui font de l'éthologie aérienne et ils voient comment se comportent les avions dans le ciel. Tout à fait. En tout cas, ces adeptes de la théorie des chemtrails prennent des clichés du ciel où apparaissent des motifs de lignes parallèles, en croix ou en quadrillage. C'est assez spectaculaire les photos qu'on peut voir. Le jour suivant d'épandage aussi, il serait possible d'observer des retombées sous la forme de nuages grisâtres bas, des filaments, de la gélatine aussi.
Phénomène particulièrement visible lors de journées sans vent. Donc ces chemtrails, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'ils sont dispersés aussi bien au-dessus des villes que des campagnes, des montagnes ou au large sur la côte. On retrouve en fait tous les types de territoires qui sont concernés par le phénomène. Et ce serait même tellement large et de grande ampleur qu'on pourrait observer aussi clairement sur les photos satellites des régions entièrement couvertes de traînées, alors que d'autres juste à côté, elles ne seraient pas du tout couvertes par ces nuages suspects. Maintenant que l'on sait ce qu'il se passe dans le ciel, voyons depuis quand le ciel abrite ces bien curieux nuages. Tous parano. Tous parano. Tous parano. Alors remontons donc, Gaël, si tu le veux bien, aux origines de l'aéronautique. Un brin d'histoire. Nous voici donc au début de l'aventure aéronautique. Parce que dans les années 20 déjà, on se demande ce que sont les traces dans le ciel créées par les premiers aéronefs. Des moteurs qui chauffent et fument, forcément, laissent un gaz dans leur sillage. Si on cherche à vulgariser, on pourrait dire que ces premiers aéronefs sont comme des tondeuses volantes. Oh là, comme tu vas. Disons qu'un moteur, ça fume. Et les condensations arrivent, elles, avec l'apparition du moteur à réaction. Faut l'expliquer, ça. Le rêve d'un siècle était devenu une réalité. On était déjà en train de remplacer les engins qui, quelques années auparavant, n'existaient que dans les esprits par d'autres machines plus performantes. Des engins qui permettraient à l'homme de s'élever encore plus haut dans les cieux. Ouais, c'est une vraie révolution technologique. Principe, des réacteurs qui aspirent l'air pour le recracher après l'avoir chauffé. Oui, cela pour effet de condenser l'humidité et de créer des nuages. Donc ces fameux contrails, conde étant la contraction de condensation, trail évidemment c'est la voie, le chemin, la trace en anglais. Sauf si vous parlez qu'un Marseillais, bien sûr, conde. Conde. Ce moteur est inventé dans les années 30, mais c'est dans les années 50 que se généralise cette technologie et que le ciel du coup connaît une explosion du nombre de nuages d'un nouveau genre. Tout de suite la population alors s'étonne de ces nuages rectilignes qui n'ont évidemment rien de naturel. Le ciel change d'aspect. Oui, et ça panique les gens même. Certains alertent autorités, médias. Il y a beaucoup d'articles parus donc dans ces années 50 qui relatent ces inquiétudes. Et puis l'hypothèse de l'OVNI qui est très à la mode à l'époque et même avancée. Donc dans les décennies suivantes, les avions en réaction continuent de se multiplier. Et finalement, tout le monde semble s'habituer à voir un ciel strié de nuages. Oui, le sujet retombe un peu, c'est normal, on se fait à tout. Les premiers téléphones portables dans la rue, souvenez-vous, vous vous retourniez quand vous voyiez quelqu'un téléphoner hors de chez lui, c'était étonnant, ou hors d'une cabine. C'était la peur de la nouveauté qui a peut-être joué dans cette appréhension de ces curieux nuages. C'était nouveau. On va s'y faire bientôt avoir des femmes à barbe, nous aussi, de notre côté. En tout cas, on vient de le voir dès son apparition, l'avion, qu'il fume à cause du moteur ou de son réacteur, a inquiété de nombreux observateurs. Tous parano. Si les peurs se sont petit à petit effacées, qu'on s'est habitué à ce que le ciel soit désormais sillonné par des avions en réaction, les avancées technologiques dans les domaines scientifiques et militaires vont à nouveau réveiller la paranoïa. Oui, tu veux parler de l'essor d'une nouvelle discipline scientifique, la géo-ingénierie. Oui, cette discipline qui consiste en la manipulation du climat terrestre et qui va entraîner une nouvelle vague d'inquiétude et de suspicion envers les activités aériennes. Alors pour commencer, on va s'intéresser aux apprentis sorciers du climat, c'est bien ça? Avec l'hypothèse de la géo-ingénierie, la première et la plus répandue des théories concernant les chemtrails. Modification du climat, donc, grâce à des produits chimiques? Oui, puisque certains pensent que des modifications de la météo sont plus répandues qu'on ne le pense. Testée depuis les années 20, la géo-ingénierie, c'est cette science donc, qui cherche à provoquer des pluies ou dompter des tornades à des échelles locales. Concrètement, comment ça se passe? On teste l'épandage aérien de soufre pour limiter l'ensoleillement, par exemple. On diffuse des paillettes de iodure d'argent pour crever, entre guillemets, des nuages afin de faire pleuvoir. Oui, des applications, on peut en imaginer par exemple en agriculture, ça paraît évident. On sait que les agriculteurs, et la météo, c'est la base de leur métier. Imaginez pouvoir maîtriser cette météo. Et la géo-ingénierie, dès son apparition, et les premières propositions de recherche étaient tournées vers l'agriculture. Et également vers un deuxième champ d'application. Gaël, tu me vois venir. Ce qui pourrait effectivement poser plus de problèmes qu'augmenter les rendements agricoles.
Oui, j'entends le bruit du canon. Le domaine militaire. Pouvoir éclaircir le ciel lors d'opérations, très utile, modifier le climat localement pour affaiblir un ennemi par exemple. C'est bien pour ça que la géo-ingénierie est expérimentée finalement pour la première fois en tant qu'arme de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis évidemment, vous le savez, dans Tous Parano, il y a cette période un peu faste, la guerre froide. Ouais, pendant la guerre froide, créer une arme qui pourrait permettre de modifier l'environnement, ça devient un enjeu important entre les deux superpuissances. Impossible de se laisser distancer dans quelconque domaine, y compris la géo-ingénierie donc. Les tentatives de modification du climat sont réalisées aux États-Unis dans les années 50-60. On peut imaginer que la même chose a été faite dans le bloc de l'Est, mais on a moins de traces. Et les résultats semblent prometteurs. Puis la guerre du Vietnam survient, et là aussi, elle est connue pour avoir été un terrain d'expérimentation à large échelle. On sait qu'ils ont épandu pas mal de choses sur les terres vietnamiennes, et donc y compris des tests aussi en géo-ingénierie. Et il en résulte finalement que devant un petit peu cette montée de la tension et des expérimentations militaires, dès le début des années 70, de nombreux États s'inquiètent des effets de ces expériences. En 77, les usages militaires de la géo-ingénierie sont réprouvés par les Nations Unies, dont les membres signent une convention sur l'interdiction d'utiliser des technologies de modification de climat. Alors ça paraîtrait être la fin de la géo-ingénierie militaire. Selon toute vraisemblance. Blablabla, on te fait croire tellement de conneries dans la vie. Tous parano. Dans le milieu des années 90, il y a un contexte qui évolue et qui est celui d'une prise de conscience majeure du rôle des hommes dans le dérèglement climatique. Qualité de l'air, réchauffement atmosphérique, accroissement sans précédent du trou de la couche d'ozone, tous ces sujets apparaissent clairement comme des conséquences néfastes de l'activité humaine. Qui montre avec certitude ou quasi-certitude, en tout cas ça fera l'objet d'un épisode de Tous Parano, bien sûr que l'homme agit sur son atmosphère et peut la modifier. En tout cas, dans ces années 90, les observations de traînées d'avions anormalement persistantes commencent à se multiplier avec des craintes concernant l'air que l'on respire. C'est naturellement dans les milieux écologistes que les chemtrails vont devenir un sujet récurrent jusqu'à se demander si cela ne cacherait pas finalement un complot. On continue de tirer le fil de l'histoire et là on va, depuis ces années 90, arriver à aujourd'hui en vous montrant comment les chemtrails sont un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur. Ça part d'associations écologistes et ça va arriver dans les hémicycles de toute l'Europe, voire même du monde. On va se livrer à l'explication de la propagation de la théorie des chemtrails et on pense que l'année 1996, c'est un bon point de départ, Gaël. Oui, c'est un peu arbitraire, mais c'est celui qu'on choisit, en tout cas avec un groupe qui a un nom quand même assez cocasse. Les agents sans secret. Alors ils se présentent comme une sorte de commando spécial, issu d'un regroupement d'activistes écologistes, libertaires québécois. Évidemment, pour eux, un véritable complot existe. Alors, ces agents sans secret sont parmi les premiers à collectionner les photographies de ces fameux chemtrails. C'est eux qui notent pour la première fois que ces traînées disparaissent beaucoup plus lentement, qu'elles ne se forment pas à la bonne altitude. Les agents sans secret envoient donc plusieurs lettres, des photographies aux météorologues, aux organismes gouvernementaux spécialisés, aux médias des scientifiques, avec l'idée quand même de les alerter sur ce qu'ils considèrent comme étant un problème. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Pas de réponse. Pas de réponse. À ce moment-là, les politiques ne prêtent pas encore l'oreille à ce type de sujet. Mais par contre, du côté de la société civile, dans cette bataille d'un nouveau genre, vont naître en 1998 deux autres entités dédiées aux chemtrails, ce qui montre quand même que le sujet devient une préoccupation plus grande, notamment avec un Américain nommé Clifford Carnicom. Lui, il crée son propre institut, organisation à but non lucratif, qui analyse des échantillons prélevés au niveau des sols suite à des supposées opérations d'épandage aérien. Imagine donc que forcément, ce qui est épandu finit un jour par tomber sur le sol. Et donc cet institut Carnicom livre les résultats de ces prélèvements qui tendraient à montrer la présence systématique de métaux lourds, en particulier l'aluminium et le barium, connus pour leurs effets sur les nuages, un thème qui reviendra de manière récurrente à partir de là. On peut considérer quasiment comme une signature. Toujours donc la même année, un autre groupe, c'est les Arizona Skywatch. Eux, ils contrôlent l'air, l'eau, le sol, un peu le même esprit que Carnicom, et rendent plusieurs rapports qui sont vite repris par d'autres groupes dans le pays. Arizona Skywatch a mené différentes études autour essentiellement de la ville de Phoenix. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces études ont duré plusieurs années. Donc là, on a quand même une profondeur un petit peu dans la récolte de données.
À l'image de l'Institut Carnicom, on retrouve là aussi une présence de taux élevés de produits chimiques toxiques et notamment l'aluminium. Les preuves sembleraient donc s'accumuler. Oui, je crois que la société est mature pour que la théorie des chemtrails se diffuse un peu plus largement dans le grand public. Et c'est là justement que quelqu'un d'important arrive, un grand propagateur, William Thomas. Ce journaliste spécialisé dans les questions de santé publique, il a écrit plusieurs livres, notamment sur les téléphones mobiles, les dangers électromagnétiques. On est dans cette sensibilité écologiste. En 99, il publie un article intitulé « Un poison venu du ciel ». Et là, ça va populariser l'idée des chemtrails. Oui, il évoque des nuages toxiques qui sont la création de l'armée de l'air. Il révèle que le mot chemtrail, finalement, a été inventé par l'armée elle-même, puisqu'on le trouve pour la première fois à l'automne 90 dans un manuel édité par le département de chimie de l'Académie de l'US Air Force. Cela montre que des recherches se poursuivent, en tout cas sur le sujet, et cela malgré l'interdiction édictée par l'ONU, souvenez-vous, en 77. Il met en plus la main sur un autre article de l'US Air Force, alors un article publié en 96, donc l'année de notre point de départ de notre petit fil, un article intitulé « La météo en tant que multiplicateur de force ». Ah bah là, il est clairement question d'utiliser le climat pour prendre l'avantage sur l'ennemi. L'horizon est 2023. Ah, on y arrive. Bien évidemment, là aussi, c'est interprété comme la preuve irréfutable que l'armée continue à expérimenter. Alors voilà, William Thomas fait sensation avec son article où il prouve que l'US Air Force fait des recherches, au minimum théoriques, sur les chemtrails. Mais il va apporter une autre pierre à cet édifice, et là on va sortir des forces gouvernementales. Oui, parce qu'il va, dans ses investigations, être amené à étudier un grand nombre de brevets, donc d'innovations technologiques qui ont été déposés ces années-là, et notamment il découvre un brevet déposé par une compagnie qui s'appelle Hughes Aircraft Company, donc qui est en fait un partenaire civil de la défense américaine. Ce brevet déposé, nommé Welsbach, propose une méthode de géo-ingénierie afin d'endiguer le réchauffement climatique. En fait, il décrit justement la technique qui consiste à ajouter ces minuscules particules métalliques dans le kérosène, bien sûr, mais pour bien se faire comprendre, dans des avions de ligne. On est dans le civil. On sort totalement de l'idée que c'est des avions de l'US Air Force qui font des épandages au-dessus de nos têtes. Le but serait que ces particules soient rejetées dans les fumées des réacteurs lorsque les avions volent à leur altitude de croisière. En nombre suffisant de l'atmosphère, ces particules participeraient à réduire l'effet de serre. C'est la théorie de ce brevet. Voilà, mais ce que ça met en évidence, ce travail de William Thomas, c'est une alliance malgré tout secrète entre les militaires et l'aviation civile et qui est propice à la propagation d'une théorie du complot au sujet des chemtrails. C'est fondateur, William Thomas fait sensation avec ses écrits, il est reçu dans de nombreux médias, une frange de la population de plus en plus conséquente considère que ces deux articles de l'US Air Force et ce brevet Welsbach sont probablement un aveu tacite selon lequel l'armée effectue des tests de manipulation météorologique. Et les chemtrails en seraient la manifestation la plus visible. Le sujet devient si important que la presse grand public ne peut complètement l'ignorer du coup. Là maintenant, c'est les grands médias qui vont s'emparer du sujet. Et donc en premier lieu, le New York Times, qui va publier plusieurs dossiers sur les chemtrails en 2002 et en 2006. Et de l'autre côté de l'Atlantique, chez nous, les thèses développées par Thomas trouvent aussi un écho. Oui, on peut penser à la chaîne allemande RTL, qui a consacré un reportage de chemtrail, là nous sommes en 2007, un reportage qui décrit des nuages anormaux de 350 km de long qui seraient apparus sur les radars de la météorologie allemande. Autant dire que le scoop est sensationnel. Écoutons l'un de ces météorologues. L'armée fédérale manipule la carte météorologique. Nous pouvons établir avec une certitude de 97% que nous avons entre nos mains des traînées chimiques composées de fines poussières de polymères et de métal utilisées pour brouiller les signaux radars. Les images radars sont saisissantes compte tenu des tonnes de produits qu'il faut pour obtenir ce résultat. Pourtant, l'armée fédérale déclare qu'une très petite quantité de produits a été propagée, que les substances utilisées sont sans danger. Ce météorologue, Carsten Brandt, il affirme même que l'existence de ces aérosols serait en lien avec des tests militaires de manipulation du climat. Finalement, ce qu'il ajoute, c'est que l'armée fédérale cache ses agissements. C'est des accusations quand même qui sont extrêmement graves. En tout cas, suite à ces accusations, un représentant du parti vert allemand réclame que le gouvernement fournisse des explications à la population. Et
Et oui, ça y est, là, on arrive au niveau institutionnel, on arrive au niveau de la représentation politique des élus, et ça ne fait que commencer. Donc, vous voyez une nouvelle gradation dans la propagation de la théorie des chemtrails, puisque la même demande, finalement, est effectuée au niveau européen en 2007 par un député hollandais, Eric Meyer, qui interroge la commission sur les traces laissées par les avions. La crainte d'effets délétères sur la santé pour les populations se répand. Et en France, une association est fondée dès 2008. C'est l'ACEPICA, Association citoyenne pour le suivi, l'étude, l'information sur les programmes d'intervention climatique et atmosphérique. C'est un peu l'association qui fait autorité depuis plus de 10 ans en matière de chemtrail. Une association qui a été fondée par Claire Henrion, une ancienne institutrice et astrologue à 16 heures, donc ce qui pourra faire jaser ou pas. Elle se présente en tout cas comme une chercheuse indépendante. On est absolument tous concernés. Il n'y a pas un seul individu sur cette planète qui va tirer en réalité profit du fait de la transformer en chambre à gaz. Si on continue à se laisser mener par les plus dingues qui mènent le monde ou d'inconscients, c'est sûr que ça va aller de mal en pis. Tous parano. Cette association, pour nous Français, elle a vraiment mis en avant les symptômes que pourraient susciter ces fameux chemtrails. Oui, la liste est longue, influence sur le système nerveux central, affaiblissement du système immunitaire. Dysfonctionnement du système hormonal, augmentation du risque de cancer. On peut parler aussi de tendance à la stérilité, à des malformations lors de la grossesse. L'association relève aussi que dans les 3 jours qui suivent un épandage particulièrement intense, une série d'épidémies et de problèmes respiratoires se produisent dans les populations exposées. La CEPICA remarque d'ailleurs le développement de pneumonie, de symptômes de grippe, de rhume, des cas de méningite, d'encéphalite aussi, qui aura augmenté. Et l'association met ça en relation avec l'augmentation des épandages. La CEPICA affirme également que des officiers français, sous couvert de l'anonymat, ont bien confirmé que des opérations secrètes sont bel et bien pratiquées au-dessus de l'Hexagone. Oui, la France est donc bien touchée par le phénomène. Claire Henrion signale aussi que des pilotes avec qui elle a discuté sont toutefois persuadés d'œuvrer à lutter contre le réchauffement de la planète. Et puis en parallèle, en 2010, un film va véritablement populariser la théorie des chemtrails. What in the world are they spraying? Que vaporise-t-il dans le monde? Dont le réalisateur s'appelle Michael Murphy, et son documentaire va finalement parvenir à faire le tour du monde. On dit que le gouvernement déverse des produits chimiques sur nous pour contrôler et manipuler la météo. Et ils disent que d'inhabituelles traînées d'avions dans le ciel s'apparenteraient à des chemtrails. Les gens disent que le gouvernement est là-haut, vaporisant toutes sortes de produits chimiques pour changer ou manipuler la météo. Ils appellent cela des chemtrails. Murphy explique que des particules d'aluminium sont pulvérisées à l'échelle planétaire par des avions dans son documentaire. Au premier rang des accusés, de grandes multinationales, telles que Monsanto par exemple. Sa théorie va frapper les esprits. Elle s'appuie sur l'idée que Monsanto, en tant que puissante entreprise de biotechnologie végétale, finalement pratique des épandages massifs de métaux lourds. Dans quel but? Celui de détruire les plantations bio et de forcer des agriculteurs à acheter ces semences résistantes aux métaux. Ah, ceci explique cela, c'est logique. En tout cas, le film est devenu une référence sur le sujet. En France, il est projeté régulièrement dans des cinémas indépendants ou même en prélude à des débats environnementaux. Et grâce à ce film, des politiciens rejoignent la cause. Un bon millefeuille argumentatif qui fait son effet. C'est ainsi qu'en 2012, un député bulgare s'alarme au Parlement européen de la multiplication des chemtrails. Dans l'année qui suit, 3 autres députés interpellent l'Assemblée sur ce sujet. Et on arrive en 2013, 8 et 9 avril pour être précis, il y a la tenue d'une conférence dans l'enceinte du Parlement européen. À l'initiative d'une députée lettone, les principales associations de chasseurs du nuage, ACEPICA en tête, étaient invitées à venir exposer leurs théories à la tribune devant plusieurs élus. Et le film d'ailleurs, What in the World Are They Spraying, a également été diffusé. Allez, un petit mot sur François Alfonsi, qui était le député vert qui siégeait à cette conférence aux côtés de la CEPICA. Oui, un petit mot parce qu'il a un avis tranché sur la question. Alors clairement, dans son viseur, on va retrouver donc les industries pétrochimiques qui, selon lui, cherchent des artifices pour résister à l'évidence du réchauffement climatique. Ensuite, en ce qui concerne les chemtrails, lui, il n'exclut pas du tout leur existence. S'il y a bien des gens qui développent la bombe nucléaire de façon secrète, on peut toujours craindre que des gens agissent sans en informer la communauté internationale. Oui, et c'est pas le seul homme politique français qui s'est préoccupé de ce problème. Parlons maintenant de Joël Giraud. Ah oui, avec plaisir. Joël Giraud, qui est député du Parti radical de gauche
et maire d'une commune des Hautes-Alpes et qui surtout a été nommé secrétaire d'État à la ruralité dans le gouvernement Castex, version 2020. Et oui, avec Joël Giraud, les chemtrails sont entrés au gouvernement. C'est incroyable. Incroyable, mais vrai. Et en 2013, alors qu'il était élu à l'Assemblée nationale, il a interpellé le ministre de l'écologie dans les questions au gouvernement sur ce phénomène des chemtrails. Il a déclaré dans l'hémicycle trouver bizarre ces formations de nuages qui quadrillent le ciel de façon régulière. Et ce n'est pas tout. Dans une interview, il a remis ça. Joël Giraud a dit se questionner sur l'étrange propagande du dessin animé Disney Planes. Planes, donc l'équivalent de Cars, mais en avion. Beaucoup de gens se sont un peu moqués de lui et ont ridiculisé son argumentaire. Oui, mais il n'est pas le seul à le penser. Le dessin animé Disney Planes serait la preuve que le lobbying gagne même l'industrie du divertissement afin de nous éduquer sans en avoir l'air. Oui, le héros de Planes, c'est un avion qui émet d'importantes fumées. Donc finalement, les enfants ne vont jamais, après avoir vu Planes, se poser la question de ces drôles de fumées, de ces bien curieux nuages qu'ils peuvent voir dans le ciel. Le site Geo-Engineering Watch, qui veille sur tout ce qui touche aux chemtrails, le dit ainsi, c'est sur leur site. Si les chemtrails sont présents tout au long du film, c'est pour enseigner aux enfants qu'il est normal que les avions créent des traînées persistantes. Pour la toute première fois, un avion épandeur va prendre part à la course. Non mais c'est quoi ce délire? Il essaie de nous faire croire tellement de choses. Impossible d'évoquer les épandages chimiques sans évoquer la maladie maintenant qui est directement liée à ces chemtrails. Cette maladie s'appelle les morgelons. Alors vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais sachez que les morgelons, c'est la maladie associée aux chemtrails. Alors les morgelons, on va essayer de vous l'expliquer puisque c'est une maladie peu connue qui a ses symptômes, lésions cutanées qui peuvent aller jusqu'à la défiguration. Il faut imaginer que les gens se grattent en fait. Des sensations de rampement et de grouillement sur et sous la peau et l'apparence de fibres ou de granules qui sortent de la peau. Oui, on peut voir sur le web pas mal de gens qui montrent des filaments sortir de leurs doigts, c'est assez étonnant. Les patients affectés mentionnent aussi des symptômes de fatigue invalidante, disons, et une expression qui revient aussi souvent dans les témoignages, c'est brouillard dans la tête. Les patients rapportent aussi des douleurs musculaires, troubles du sommeil, perte de cheveux, baisse de la vision, désordre neurologique, désintégration des dents. Ça c'est bien dégueu. C'est une maladie de science-fiction. Imaginez des choses qui grouillent sous la peau, dessus, en dessous, et qui n'est pas vivant, mais ce serait du polymère. Vous perdez vos dents, vous perdez vos cheveux, vous avez un brouillard dans la tête. On va écouter cet extrait du 9 janvier 2014 sur FR3. C'est incroyable. Séverine habite la plaine de l'Accro et prétend souffrir d'une maladie étrange depuis 10 ans. Qu'est-ce que vous avez au visage? Qu'est-ce que c'est? C'est la maladie des morgelons. Donc au début, j'ai eu des gratouilles, des chatouilles, je comprenais pas bien pourquoi. Et j'ai aussi parfois des violentes démangeaisons vraiment intenses, avec le visage qui gonfle, je deviens rouge, un peu comme une réaction allergique. Selon elle, cette maladie dite des morgelons serait liée aux chemtrails. Maladie fascinante donc, mais la particularité de cette maladie, c'est aussi que son existence n'a jamais été démontrée. Oui, n'a jamais été prouvée par la médecine, bien qu'on retrouve certains membres de la communauté médicale qui croient en la réalité de cette maladie. 2 médecins sont les figures de proue de ce mouvement, Hildegard Steininger et Mike Cassel. Des Américains pour qui ce syndrome, c'est un fléau qui se développe à grande vitesse. Écoutez ce qu'ils disent en 2007, les morgelons touchent déjà plus de 120 000 Américains. Ils parlent de 1000 nouveaux cas diagnostiqués chaque jour. 5 millions en 2012, effectivement. C'est vraiment considérable. Ils disent ceci, les preuves sont sur le net, dans des milliers de témoignages, de vidéos, de photos, d'analyses et d'études faites par des scientifiques. Il nous suffit simplement d'ouvrir les yeux, regarder, écouter, lisez, comprenez. Tous parano, écoute, parano. Je crois que je suis parano. Manipuler le climat au détriment des populations serait un mal pour un bien, si on veut relativiser. Voilà, les apprentis sorciers du climat. Mais il y a une théorie peut-être beaucoup plus grave, une seconde théorie. Les avions et leurs épandages viseraient directement les populations. Cibleraient certains groupes humains afin de les éliminer. Après la géo-ingénierie, c'est l'hypothèse bioterroriste.
Derrière les nuées blanches des chemtrails se cacherait la volonté des États de contaminer volontairement les populations. Alors pour celui qui rejette les théories du complot, ce scénario semble totalement impensable. Ah oui, mais écoutez. Oui, on trouve dans l'histoire récente plusieurs exemples qui vont dans le sens, il faut bien l'admettre, des conspirationnistes. Et oui, aussi incroyable que ça peut paraître, de nombreux tests d'épandage d'agents pathogènes avérés ont eu lieu au XXe siècle. Un épisode souvent cité par les partisans de la théorie des chemtrails vaut d'ailleurs le coup, me semble-t-il, qu'on s'y arrête, l'opération Sea-Spray. Si, la mer, spray, vaporisation. Cette opération, Sea Spray, c'est l'épandage sur la ville de San Francisco d'une bactérie nommée Serratia marsensens, pour les passionnés de microbiologie. Et ça, c'est tout au début des années 50. San Francisco. Within its 45 square miles is contained one of the most colorful and romantic cities in the world. Approaching from the south, the traveler views with sudden excitement the city thrusting its white towers into the blue California sky. Oui, une opération dont l'existence, pour bien comprendre, a été admise par le département de la défense des États-Unis en 1976. On parle d'un événement qui a bien eu lieu. Du 20 au 27 septembre 1950, des militaires ont mené, sans avertir la population, une simulation d'attaque bactériologique grandeur nature, larguant cette bactérie par avion sur la baie de San Francisco. Alors cette manœuvre avait pour but de déterminer comment une ville américaine pourrait réagir lors d'une attaque biologique. On est toujours dans ce contexte de la guerre froide. Comment ça s'est passé concrètement ? Des avions ont pulvérisé un nuage de bactéries, présenté comme inoffensif. Bien sûr. Et le but, c'était donc de vérifier l'efficacité du dispositif de surveillance qui avait été préalablement implanté dans toute la ville. L'idée, c'est évidemment de mesurer l'étendue de l'infection. Alors de manière plutôt cynique, si l'opération a toutefois été considérée comme un succès, parce que les militaires en ont conclu à la capacité de la ville à faire face à ce type d'attaque bioterroriste, l'impact sur l'opinion publique a lui été désastreux. Oui, puisque de nombreux résidents de San Francisco sont tombés malades dans les jours qui ont immédiatement suivi le déroulement de l'opération. Et selon toute vraisemblance, un lien a été établi avec l'opération Sea Spray. Alors cet épisode n'est que le premier de plusieurs autres qui entraînent petit à petit propagation de rumeurs et élaboration de théories complotistes, les 2 décennies suivantes. Et à la fin des années 70, la stupeur est générale. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point les gens ont été choqués, puisque le gouvernement américain a reconnu avoir pratiqué le chiffre faramineux de 239 épandages. Incroyable. Donc 80 avec des bactéries vivantes. Surtout que ça, c'est ce qui est avoué, avéré. 239 épandages. Le décompte s'arrête en 1974. Pour beaucoup de personnes, on pense que c'est fini, mais en 1994, un épisode étrange mérite aussi le détour. Ça sent aussi la science-fiction. Une pluie gélatineuse serait tombée sur Oakville. Une petite bourgade située dans l'État de Washington de 600 habitants. Quand on dit pluie gélatineuse, c'est vraiment une pluie qui n'a pas l'apparence d'une pluie. Une vidéo de National Geographic relate l'événement. Et dans cette vidéo, un microbiologiste déclare bien que des traces de 2 bactéries toxiques ont été retrouvées. Alors les habitants de Oakville sont nombreux à dire qu'ils ont vu des avions militaires disperser une substance gélatineuse au-dessus de leur ville. Dans les jours qui ont suivi le passage des avions, de nombreux animaux de compagnie sont morts, des habitants sont tombés malades. Un homme qui a sûrement vu la vidéo de National Geographic entre alors en scène. Un homme important, il s'appelle le docteur Leonard Cole. Donc c'est un spécialiste en bioterrorisme et un homme de science respecté. Oui, il est auteur d'une dizaine de livres sur l'anthrax, par exemple, ou la menace biologique. Il collabore avec des journaux tels que le New York Times, Washington Post. Quelqu'un qui est régulièrement consulté par des comités du Congrès ou plusieurs organismes gouvernementaux sur les sujets touchant au bioterrorisme. C'est un expert, comme on dit. Pour lui, cela ne fait aucun doute. Les habitants d'Oakville ont été victimes d'une expérimentation d'armes chimiques par voie aérienne. Et il va aller jusqu'à déclarer devant le Sénat américain que le département de la Défense a bien procédé à des expérimentations d'armes biologiques par voie aérienne. Alors forcément, son témoignage va avoir un impact considérable.
À travers son action, l'idée que le gouvernement américain continue de mener des expériences pour perfectionner des armes biologiques au mépris de la population continue donc de se développer. C'est totalement acquis pour toute une partie de la population, notamment dans les milieux de l'extrême droite américaine qui vont s'emparer de cette thématique. Tous Parano. On va s'intéresser à deux personnages, Larry Harris et Richard Fink, tous deux habitants de l'Ohio et membres, pour que vous compreniez dans quelle mouvance ils se situent, membres du Patriot Movement et de la Aryan Brotherhood, donc le mouvement patriote et la fraternité aryenne. Deux personnalités qui détonnent. Richard Fink a l'apparence policée, c'est le directeur d'une station de radio chrétienne conservatrice. Et puis Harris, technicien chimiste, fasciné par les armes biologiques. Et lui, il est employé par la ville de Columbus, employé municipal. Employé alors qu'il est l'équivalent de fichier S aux États-Unis, connu et surveillé par les autorités pour son activisme raciste et même ses velléités terroristes. Des velléités terroristes qui vont le conduire, on le notera, à développer une théorie du complot basée sur un bioterrorisme d'État. Vous l'avez compris, Harris et Fink ont bien deux profils différents, mais ils s'entendent politiquement et ils s'unissent pour médiatiser donc leur théorie. Et c'est ainsi qu'en 1995, Harris publie dans la maison d'édition de son ami Fink un livre en ligne intitulé « Guerre bactériologique, une menace pour l'Amérique du Nord ». Et 2 ans plus tard, un second livre, l'Encyclopédie de défense bioterrorisme. Ces deux ouvrages comportent les premières descriptions connues, en tout cas, de la théorie des chemtrails visant volontairement la population américaine, ses fondateurs. Et c'est une coïncidence fâcheuse pour ses fans, c'est qu'Harris est arrêté par la police. Il est en possession visiblement d'échantillons de bactéries de peste bubonique cachés dans sa boîte à gants de voiture. C'est trop gros, c'est un complot. C'est ce que pensent ses partisans. L'idée que Harris a mis le doigt sur quelque chose de vrai, fait son chemin. Peut-être qu'il faut voir comment ces deux hommes formulent les contours de ce complot bioterroriste des chemtrails. Oui, Harris et Fink, pour eux c'est clair. Le gouvernement utilise des produits chimiques qu'ils ajoutent au carburant des avions militaires pour en asperger des zones peuplées. Les chemtrails sont donc les traces visibles d'activités secrètes qui ont pour but de nous faire mourir de faim, de rendre malades, d'affaiblir le système immunitaire, de causer la stérilité pour toutes les populations aspergées. Pour être clair, l'objectif c'est le contrôle de la population au sens de manipulation mentale et de contrôle démographique. Les gouvernements cherchent à façonner une population docile, soumise aux puissants et à s'attaquer de manière ciblée à certains groupes de la population pour les éliminer. Là, dans le viseur, les conservateurs chrétiens et les suprémacistes blancs seraient en première ligne. Ça me rend parano. Je suis parano. Je suis parano. Tous parano. Harris affirme bien sûr détenir des preuves. Oui, il l'a dit même à plusieurs reprises. Il aurait des résultats d'échantillons de carburant qui montreraient la présence à chaque fois de bactéries toxiques pour l'homme. Si aucun des documents de laboratoire originaux n'a jamais été rendu public, le doute en tout cas, lui, il est bien semé. Surtout que Fink, donc l'éditeur, lui, il entretient autour de ces révélations un secret inquiétant. Une anecdote, juste pour bien comprendre le climat paranoïaque dans lequel on est ici. Lorsqu'un journaliste lui demande une copie des résultats du laboratoire, ce qui est légitime, Fink répond ceci. « Je me porte garant de la véracité des informations scientifiques du rapport, mais je dois garder le silence sur le laboratoire lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu 7 hommes qui sont morts violemment en faisant sortir cette information. » De quoi rendre Harris et Fink parano. En tout cas, dans l'extrême droite américaine, les publications de ces deux hommes font référence depuis 20 ans. C'est pour ça qu'on vous en parle. Finalement, cette théorie elle est d'autant plus populaire et crédible qu'Harris apparaît définitivement comme un martyr de la cause. Est-il en effet la victime d'une machination d'État pour le faire taire, car il détiendrait la vérité, c'est la question ? Oui, certains de ses fans le croient, car Larry Harris a été arrêté une seconde fois, ça remonte maintenant en 1998, pour avoir développé et stocké un agent biologique avec pour projet de commettre un attentat terroriste dans le métro New York. Pour ces faits, il est depuis toujours emprisonné. De quoi encore nous rendre tous parano ? Ce qui est frappant, c'est que c'est quand même une théorie qui a véritablement pénétré nos institutions démocratiques. Au niveau politique, au niveau associatif, au niveau médiatique, on l'a vu.
Est-ce que c'est pas peut-être même l'un des sujets que nous traiterons dans Tous Parano qui est autant capable de sortir du cercle de la complosphère pour se répandre dans des canaux plus traditionnels et moins obscurs? Parlement européen, américain, Assemblée nationale en France, Greenpeace aussi, y consacre une page dédiée aux chemtrails. Les chemtrails, c'est un sujet dont on parle, et c'est pas prêt de s'arrêter. Tout d'abord parce que nous vivons dans une période particulièrement anxiogène. Je parle notamment de tout ce qui concerne les inquiétudes au sujet du climat sur notre planète. Réchauffement de l'atmosphère, multiplication des catastrophes naturelles, violence et répétition des ouragans, des typhons, alternent avec des sécheresses et des incendies meurtriers. Et puis nous l'avons vu, les applications de la géo-ingénierie qui cristallisent toutes les peurs, ça va continuer. En Chine, ce pays a affecté 1,3 milliard de dollars entre 2012 et 2017 pour soutenir les programmes de modification météorologique pour minimiser l'impact des catastrophes naturelles. Avec le dérèglement climatique, la géo-ingénierie peut apparaître comme la réponse de la science. Mais encore l'air, il y a la crainte de se faire asperger par des molécules chimiques aussi. La propagation de la théorie des chemtrails, même si elle est présente dans le milieu d'extrême droite, elle est aussi très largement véhiculée par les écologistes. Oui, les chemtrails cristallisent un réel enjeu de civilisation dans une période où nous sentons bien qu'il faut prendre des décisions importantes pour la survie de notre mode de vie. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Et on comprend effectivement qu'une théorie de ce type suscite toutes les résistances, notamment dans certains milieux sensibles à la question environnementale. Enjeux de civilisation et obscur lobby. Tout ce qu'il faut pour que se lèvent encore beaucoup de regards suspicieux vers ces curieux nuages rectilignes. De quoi nous rendre tous parano. Et on se retrouve très vite avec un prochain épisode. Ça, c'est manipulation et manipulation. De toute façon, on saura jamais. Tous parano.